Bonjour à tous, bienvenue dans Les Halles. Tout de suite, les titres de votre journal. Ce n'est pas une surprise, on le sait, mais le quotidien Les Échos le confirme. Dans un récent classement, Annecy arrive en deuxième position des villes où il fait bon vivre en France. Le Genevois français, Bourgoin-Jallieu ou encore Chambéry sont aussi dans le top 10 de ce classement. Et puis nous irons dans les airs à 4000 mètres d'altitude pour rencontrer Vincent, un passionné de chute libre. Il va même en faire un film. Il s'entraîne au club de Corba, près de Lyon, un club qui compte 1500 adhérents. Mais d'abord, retour dans ce journal sur l'un des événements de ce week-end, l'étape du Tour. Vous le savez, il s'agit de cette course réservée aux cyclistes amateurs qui leur permet de se tester sur une des étapes du Tour de France. Elle s'est déroulée hier en Savoie. 15 000 passionnés ont pris le départ à Saint-Jean-de-Maurienne. Reportage Jean-Christophe Solari et Bertrand Tangue. Ils sont partis à la fraîche, ils sont arrivés sous le cagnard. Ce matin, les participants de l'étape du Tour étaient tout guillerés. La route leur était réservée. 15 000 cyclosportifs, le plus long peloton du monde. Et un col inédit en hors d'œuvre, le col du Chaussy, 1533 mètres d'altitude. Le plaisir de poser ses roues dans ses lacets avant les coureurs pros. Ils passeront le 24 juillet prochain. Mais pas d'euphorie, gare à la descente, rapide, étroite. La sanction peut être sévère. Vélo cassé, course terminée. Une boucle en fond de vallée mauriennaise idéale pour un ravitaillement maison. Bisous copains. T'as tout ce qu'il faut. Sage précaution car bientôt se profile le col du Glandon. Une ascension longue, 20 km sous le soleil. Les visages se crispent, l'effort est intense. L'arrêt est même obligatoire pour ceux qui sont peu habitués au gros dénivelé. Les crampes surgissent dans les derniers lacets. Sitôt l'arche passée, besoin de récupérer. Plus que dur. C'était extrêmement dur. J'ai eu une crampe à 4 bornes du sommet. Donc obligé de marcher un petit peu à côté du vélo. Donc ça fout un peu les boules quoi. Ça commence à devenir compliqué. Ouais. Je pense que la fin d'après-midi va être dure. S'il faut aussi chaud que ça, on n'est pas arrivé. J'ai préjugé un petit peu de mes forces là sur une étape comme ça. 4600 mètres de dénivelé, c'est trop pour moi. Infirmerie et restauration, les coureurs rechargent les accus. Ils ont besoin de boire, surtout d'autant plus qu'au bas du col, l'eau a manqué au ravitaillement. En bas du col, il n'y avait plus d'eau, c'était galère, on est monté sans eau et ça a été dur d'arriver jusqu'ici. Très compliqué. Et surtout qu'il ne fait pas froid. On va voir, j'espère que ça ira mieux pour la suite. Le peloton s'étire à nouveau vers les cols de la Croix de Fer et du Mollard, mais pour beaucoup de participants, l'étape du Tour se terminera ici. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes aux Ouches. Le torrent de la Griaz est sous surveillance. Après un débordement, le phénomène serait dû à la rupture d'une poche d'eau au niveau du glacier de la Griaz. Impossible de savoir pour l'heure si la formation de cette poche est liée aux fortes chaleurs de ces dernières semaines. Économie à présent, c'est un jour important pour l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry puisque ce lundi, on doit évoquer sa privatisation partielle. Une réunion est prévue à Bercy entre Emmanuel Macron et plusieurs politiques rhône-alpins. L'État détient actuellement 60% du capital. Les détails avec Sophie Valzecchi. L'État détient aujourd'hui encore 60% des aéroports de Lyon, mais plus pour très longtemps. Il prévoit de vendre en début d'année prochaine 49,9% de ses parts. À qui la question n'est pas tranchée, mais le consortium qui emportera l'appel d'offres deviendra majoritaire. La Chambre de commerce et d'industrie de Lyon conservera ses 25% de participation. La région, le département du Rhône et la métropole de Lyon, leurs 5%. Aujourd'hui à Bercy, les élus locaux et le président de la CCI de Lyon vont définir avec le ministre Emmanuel Macron le cahier des charges qui servira de base pour la vente. En clair, Jean-Jacques Kérane, Christophe Guillotot, Gérard Collomb et Emmanuel Imberton vont expliquer leur vision de développement pour Saint-Exupéry. Leurs souhaits en matière de destination des vols notamment, des exigences qui devraient peser pour le choix du nouvel investisseur. Les aérogares, les pistes, l'ensemble des terrains resteront dans le giron de l'État qui pour l'instant refuse de communiquer le montant qu'il espère tirer de la privatisation partielle des aéroports de Lyon. Avec près de 8,5 millions de passagers l'année dernière, Saint-Exupéry est le deuxième aéroport régional français après Nice. Où fait-il bon vivre en France ? Eh bien, selon un classement réalisé par le quotidien Les Échos, la ville d'Annecy arrive en deuxième position. Ce classement prend notamment en compte le taux de chômage, l'espérance de vie ou encore le revenu médian des ménages, sans oublier évidemment la beauté de la ville entre lac et montagne. Xavier Schmitt, Jordan Guéant. Annecy,
Sa vieille ville, ses ruelles et ses canaux. Elle est surnommée la Venise des Alpes. Les habitants vantent sa douceur de vivre. Les touristes sont sous le charme. Moi, j'habite à Paris, donc c'est vrai qu'à Annecy, il y a le côté montagne, il y a le lac, donc ça dépayse et je trouve que c'est mignon comme ville. Dans cette boutique de souvenirs, les propriétaires sont annéciens depuis plusieurs générations. Quel défaut verriez-vous dans cette bonne ville d'Annecy? Bah écoutez, des défauts pour le moment, moi j'en vois pas trop, tout se passe bien. La capitale de la Haute-Savoie, classée 2e ville de France où il fait bon vivre. Les autochtones ne s'en étonnent pas. Qualité de vie, niveau de vie, espérance de vie, tous les critères sont réunis. Et il fait bon vivre déjà par la beauté des paysages, la montagne, le lac. Et puis c'est une ville très animée. En fait, il y a toujours quelque chose et c'est très très agréable. Pour certains experts, ce bien-être serait aussi le fruit d'une forte empreinte catholique avec une tradition de solidarité et d'initiative privée. D'autres invoquent l'influence de la Suisse et le tissu d'entreprise. Il y a la proximité de Genève, puisqu'il y a beaucoup de frontaliers, même à Annecy. Les montagnes, enfin, ça a développé une activité économique touristique très très intéressante. En plus, beaucoup de grandes entreprises dans le coin, Salomon, Tefal, enfin, il y a beaucoup d'entreprises. Une ombre au tableau tout de même, Annecy serait l'une des villes les plus polluées aux particules fines, selon l'Organisation mondiale de la santé. Réponse de ses amoureux, le lac est le plus pur d'Europe. Et pour être tout à fait complet et ne pas faire de jaloux, sachez que le Genevois français, Chambéry ou encore Bourgoin-Jallieu apparaissent dans les 10 premières places de ce classement où il fait bon vivre en France. La station de Val d'Isère a accueilli ce week-end le salon du véhicule électrique, l'occasion de tester les dernières nouveautés, que ce soit en 4 ou 2 roues. Et la palette est large, preuve que l'électrique a plus que jamais le vent en poupe, comme l'ont constaté Claire Schaffner et Joël Serroni. Ça ressemble à un vélo ou à une trottinette pliable. Cet engin vient de Nouvelle-Zélande et il débarque en France. Et voilà. Donc en fait c'est un yak bike, c'est un transporteur personnel électrique pliant. Donc du coup le yak bike est le vélo électrique le plus compact et le plus léger du monde. Et le yak bike a de la concurrence. Trottinette, vélo, roller et même skateboard. Il existe de plus en plus de petits véhicules électriques pour se déplacer en ville, à condition bien sûr d'avoir un peu d'entraînement. Faut bien plier les genoux, sinon on tombe. Il faut trouver le sens de l'équilibre. Et ça t'a plu? Oui. On en refera? Oui. Il traverse la foule sans un bruit. Ce motard essaye un 2 roues électrique pour la première fois. Verdict. C'est quelque chose de totalement différent. Je suis vraiment très impressionné. Au plan de la performance, je pense que je n'ai même pas exploité. C'est quelque chose d'incroyable. Aucun bruit, on glisse. Et il y a pourtant du frein moteur, donc c'est vraiment... C'est quelque chose, il y a beaucoup de plaisir. Que je vais vous présenter, vous allez pouvoir... Côté voiture, tous les constructeurs se sont mis à l'électrique. Des voitures plutôt chères, 40 000 € environ pour cette hybride. Mais cette conductrice est séduite. Déjà, le mode électrique, au niveau de la consommation, c'est quand même intéressant. Le fait qu'il n'y ait pas de bruit aussi, ça peut être très intéressant aussi. Puis c'est les nouvelles technologies, donc on aime bien. Ce week-end à Val d'Isère, 7000 personnes sont venues tester des véhicules électriques sous toutes les formes. Tu t'appelles comment, dis-moi? On poursuit avec ces images tournées ce week-end aux Deux Alpes. Il s'agit de la compétition Mountain of Hell, une grande course de VTT incontournable depuis 15 ans, dont l'objectif est de descendre 2500 mètres de dénivelé. Le départ se fait sur le glacier à 3400 mètres d'altitude et hier c'était donc la finale. Le premier est un Néo-Zélandais, il a réalisé le parcours en moins de 40 minutes. Au total, 700 coureurs étaient sur la ligne de départ. La chute libre, une discipline que certains passionnés pratiquent avec beaucoup d'assiduité. Et en Rhône-Alpes, ça se passe notamment à l'école de parachutisme de Corba. Elle compte 1500 membres, dont Vincent Edelberg, un jeune réalisateur qui a décidé de consacrer un documentaire à cette activité si particulière. Soria Kaldoun, Mathieu Boudet l'ont rencontré.
C'est l'histoire d'un lâcher-prise, histoire de changer le regard que l'on porte sur les choses. Les problèmes vus d'en haut paraissent infiniment petits et sans intérêt. Une pause de 50 secondes, c'est le temps que dure la chute libre. 5 à 10 minutes ensuite, sous la voile, pour rêver et apprécier. Au départ, je ne pensais pas que l'histoire allait se raconter d'elle-même. Mais en fait, elle se raconte d'elle-même. Tout simplement, j'ai pas eu à faire de voix off. J'ai pas eu à expliquer moi-même les choses aux spectateurs. C'est les paras qui, juste en montrant ce qu'ils font, expliquent aux gens ce que c'est que sauter d'un avion, ce que c'est que d'être accroché à rien. Et aussi une découverte à laquelle je ne m'attendais pas aussi en montant dans l'avion. C'est de découvrir à quel point on est dans un endroit magnifique, dans une région magnifique. On voit le Mont Blanc quand on est là-haut. On voit au coucher du soleil, le Mont Blanc il devient doré, c'est magnifique. Poussé par des amis, Vincent Eldenberg a effectué son premier saut il y a 1 an. Depuis, il n'en est pas revenu. En immersion durant plusieurs mois pour réaliser puis monter son film, il a essayé de comprendre cet appel du vide, ce besoin de prendre l'air loin de la vie de la ville. Beaucoup de paras me disaient aussi que quand ils viennent ici, c'est pour se décrocher du travail, pour se décrocher des ennuis de famille, etc. Ils viennent ici pour faire le vide, en sautant dans le vide. C'est assez sympa comme image. C'est comme quand on est dans une piscine et on n'a jamais nagé. On nous jette dans l'eau et on ne peut pas s'accrocher au bord. On ressent la même chose. Notre cerveau, il découvre et il doit s'adapter à un nouvel environnement. Et du coup, ça nous fait réfléchir sur pas mal de choses. Une parenthèse, une bulle dans laquelle les adhérents du club se glissent au moins 1 fois par semaine, avant de se poser et prendre son temps, histoire de mieux apprécier les choses ici-bas. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'édition des initiatives. On vous dit tout sur les bonnes idées qui fleurissent un peu partout en France et on se retrouve juste après. Il faisait chaud. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement où il y avait des actes d'incivilité qui se sont produits par rapport à la chaleur? Ils ont placé des pompes à incendie. Le major d'Edco commence toujours la discussion par l'actualité, un moyen de capter l'attention des adolescents. Aujourd'hui, ils vont aborder les contrôles d'identité ou encore les droits et les devoirs de chacun, des thèmes choisis avec ces jeunes âgés de 11 à 17 ans. C'est la période de la charnière, la puberté, l'adolescence. C'est là où il y a tous les changements, c'est là où on se cherche, c'est là où on va s'identifier. Il y a une recherche un peu de sensation, il y a une recherche d'interdit. Donc c'est là où ils sont les plus exposés à ce moment-là. Un échange informel, les pieds dans le sable, qui permet d'expliquer le travail des fonctionnaires de police. Un moyen aussi de toucher un autre public dans une période parfois propice au débordement. Après 30 minutes de discussion, les jeunes semblent satisfaits. J'ai toujours eu le même regard sur les policiers, je sais pas. Pour moi, ils ont toujours eu le même devoir, le même ordre, c'est de nous protéger, de faire respecter la loi, et voilà. Ça nous apprend les choses sur la citoyenneté, donc c'est plus facile à devenir plus citoyen. Certains ont déjà choisi de revenir aux prochaines rencontres avec la police. Pour les fonctionnaires, l'objectif de cette opération de prévention est d'apaiser les relations parfois difficiles avec les adolescents. Autre opération à destination de la jeunesse, elle est intitulée Les Portes du Temps et elle est organisée par le ministère de la Culture. L'objectif, permettre aux enfants issus des quartiers sensibles d'accéder aux lieux culturels tels que le musée de l'histoire de l'immigration à Paris. Le Mali, par exemple. Pendant longtemps, le Mali, ça a été un pays qui appartenait à la France. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi. Et l'Algérie, bien sûr. Il y en a des pays en Amérique. Des questions qui fusent et des remarques bien de leur âge. Voici l'histoire de France racontée aux enfants, son peuplement, son immigration. Ça veut dire qu'au moment... Au programme, visite guidée du musée et ateliers artistiques pour explorer l'histoire avec un grand H, du papier, des crayons et son imagination. Ces ateliers ont été créés en 2005 au lendemain des révoltes urbaines. Leur objectif, sensibiliser les enfants parfois éloignés des lieux de culture à leur patrimoine historique.
Venir dans un musée, dans un monument, dans un établissement patrimonial et découvrir les collections, découvrir cette histoire passée et l'histoire qui est en train de se faire, c'était une manière de dire nous faisons tous partie de la République et nous bâtissons une histoire commune. Donc Sundir Hassan, il a quitté son pays et à l'âge de 20 ans, il est venu immigrer en France. Ici, les enfants sont amenés à s'interroger sur le sens de l'immigration, ses apports, sa richesse, et à imaginer la figure de l'autre, de l'étranger, de celui qui vient d'ailleurs. Il a quitté Dakar pour venir en France. Son métier, c'est sculpteur. Il est triste d'avoir quitté sa famille, mais il est content de leur ramener un peu d'argent. Il avait ramené plein de souvenirs très précieux de son pays. Ce travail proposé aux enfants fait partie des missions du musée de l'immigration. Ça permet de donner des clés pour comprendre, au-delà de l'actualité, ce qui est en train de se passer en Méditerranée, dans des endroits comme Calais ou à Vintimille. On entend beaucoup de choses, mais on n'a pas forcément les éléments de recul qui permettent de mieux appréhender et de mieux comprendre ces réalités. À la fin de la visite, les enfants recevront une invitation pour revenir au musée en famille. En Île-de-France, 15 sites, musées ou châteaux font partie de l'opération Les Portes du Temps. Enfin, la langue des signes peut s'apprendre dès le plus jeune âge. Une crèche intercommunale de Haute-Saône l'enseigne aux tout petits depuis quelques mois et vous allez voir que c'est une réussite. Il est 9h et comme tous les matins, la journée à la crèche commence par des comptines accompagnées d'une gestuelle bien particulière. Moi je te fais un gros câlin. Bisous, câlin, bonjour. Ici, depuis 9 mois, certains mots sont traduits dans une autre langue, la langue des signes. Tu veux dodo? Là? Oui, là-bas. Chez le bébé, on est quand même dans l'interprétation tout le temps de leurs besoins. Et là, par le signe, on arrive à comprendre systématiquement ce qu'ils veulent. C'est dire à un enfant, bah voilà, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as besoin d'aller dormir? Et l'enfant, effectivement, va y répondre par le geste. Un enfant tout petit, à partir de 10-12 mois. Et là, on va pouvoir répondre effectivement à sa demande. Les actions, les émotions, les aliments, au total une 50aine de signes accompagnent aujourd'hui le quotidien des tout-petits. Par la grâce d'une initiative spontanée et entièrement autodidacte du personnel. Ah, ça c'est merci. De l'eau, c'est comment de l'eau? De l'eau, tu sais. Que ça? Que ça? Ça c'est l'eau? Ça c'est maman? Et papa? Et papa? Papa c'est comme ça? Oui. Là, 2 fois? Ah. Du côté des parents, cet apprentissage inattendu a suscité l'enthousiasme tout de suite et sans exception. Quel effet ça vous a fait quand on vous a dit on va lui apprendre la langue des signes? J'ai pensé que Camille avait un problème d'audition. Et puis en fait, très vite, j'ai compris l'initiative de la crèche, les bienfaits aussi de cette langue. Et puis tout de suite, j'ai acheté le livre Signe avec moi. Et on a potassé avec son papa tous les soirs pour apprendre quelques mots et pouvoir communiquer avec Camille. J'ai ma femme qui parle la langue des signes déjà et qui a beaucoup d'amis qui sont sourds, muets, malentendants. Donc je trouve ça très intéressant pour permettre aux petits aussi de communiquer avec plus de personnes en fait. Quand la langue des signes devient une langue pour tous, pour mieux se comprendre, pour mieux s'entendre. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Je vous retrouve ce soir à 19h pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Passez une très belle après-midi. À ce soir.